Alors pour tous les lecteurs de Sénèque et surtout pour ceux qui cherchent à comprendre quels sont les rapports entre la sagesse et les exercices spirituels que les différentes traditions, en l'occurrence ici la tradition stoïcienne, a proposé à ses adeptes. Je voudrais aujourd'hui que nous lisions, que nous relisions l'une des lettres. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui relisons la lettre 95 de Sénèque à Lucilius, ou quelques pages de cette lettre 95 qui sont 6 pages sur 17, très exactement. Donc un tiers de cette lettre 95 qui est consacrée à la question de la diététique, du régime alimentaire. Pour être très précis, il s'agit des pages 952 à 958 dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont. Donc il s'agit de l'édition qui a été supervisée par Paul Venn. Bon, ma lecture tournera autour de 3 points principaux. Commençons par le premier, la critique des combinaisons alimentaires. On trouve cette critique formulée très clairement à la page 955 et elle tourne autour d'un argument médical. Les combinaisons alimentaires produisent de l'indigestion. Et donc, manger cette nourriture cuite et très transformée par la cuisson et les combinaisons opérées par les cuisiniers, c'est soumettre son estomac à un mauvais traitement, c'est soumettre son corps à un mauvais traitement. Sénèque évoque Hippocrate, et il élargit l'argument médical qui concerne l'individu à la société tout entière. C'est-à-dire que nous trouvons dans cette lettre une étiologie des maladies de civilisation riches. Les civilisations riches ont des maladies de riches. Et je trouve que cette lettre est très intéressante et d'une actualité tout à fait étonnante, puisque cette civilisation riche qui souffre et qui meurt des excès de sa richesse, c'est la nôtre. C'est celle de la Rome de Sénèque, mais c'est aussi la nôtre. Donc il y a une actualité étonnante de ce texte. Nos maladies sont innombrables, dit Sénèque à la page 956, comptent nos cuisiniers. Donc Sénèque établit vraiment une relation de cause à effet entre le problème de santé publique qui se pose à Rome et le goût prononcé des Romains pour la cuisine. Alors là, on pourrait en déduire un certain nombre de conseils, enfin un premier conseil qui est de revenir à une alimentation pauvre en combinaison alimentaire. Éviter de combiner les aliments, c'est un principe qui est poussé au bout dans le régime de la monodiète. La monodiète, c'est une pratique alimentaire qui consiste à ne se nourrir pour un repas ou pour une journée ou pour plusieurs jours ou pour plusieurs semaines que d'un seul et unique aliment. Ça se fait tout au long de l'année avec des pommes, ça se fait avec des raisins en cette saison, fin août
jusqu'à la fin octobre, c'est un principe qui permet donc d'économiser sa force digestive. Il s'agit de simplifier le travail digestif afin de faire autre chose que de vivre comme un lombric digérant, puisqu'effectivement, si on a 3 ou 4 repas par jour, eh bien, on n'a pas fini le premier repas, spécialement quand on a combiné des aliments, et certains aliments, on le sait aujourd'hui, la science le confirme, certains aliments se combinent assez mal ensemble, c'est-à-dire que leurs combinaisons produisent des réactions chimiques dans l'estomac que nous ne maîtrisons pas et qui soumettent du coup le corps à un travail beaucoup plus long et fatigant. C'est ce qui fait que nous pouvons nous sentir plus ou moins fatigués après les repas, voire même ressentir le besoin de dormir. Hein. C'est la sieste ou le sommeil post-prandial que beaucoup de gens connaissent, dont beaucoup de gens souffrent et qui les rend inaptes à vivre. Donc vivons hein, plutôt que de passer notre vie à digérer ou à vivre comme des lombrics digérants. Et là, il est très net pour revenir à la philosophie que le fait de manger diminue nos capacités digestives et diminue notre désir même de penser. Sénèque, à la page 956, fait une relation, il met en relation le remplissage des écoles de cuisine hein, et la désertion des écoles de philosophie. Il semble qu'il y ait une espèce de vase communicant entre l'intérêt que les anciens portaient à la philosophie et l'intérêt que les contemporains de Sénèque portent à la gastronomie. Et cet intérêt est inversement proportionnel. Voilà, pour le premier point, le premier problème pointé par Sénèque dans cette lettre, une critique des combinaisons alimentaires, et peut-être va-t-il falloir maintenant insister sur la question des cuissons, puisque la combinaison des aliments se fait par la cuisine, c'est-à-dire par la pratique du cuit qui crée de nouvelles saveurs destinées à exciter le désir et à susciter des plaisirs que nous ne sommes manifestement pas faits pour supporter. Alors j'aime bien dire qu'avec les philosophes stoïciens, nous passons de la gastronomie à la gastrosophie, c'est-à-dire que nous passons d'une attitude, d'un usage du corps et des plaisirs qui consiste à les satisfaire avec gourmandise, à un autre rapport au corps qui est un rapport réfléchi du corps avec l'esprit. Comment pouvons-nous avoir il ne s'agit pas de mépriser le corps ou de le torturer, de le tyranniser, non, mais il s'agit de le subordonner au meilleur exercice possible de notre esprit. Alors, c'est effectivement pas ce que fait la gastronomie, qui est un luxe, et ce luxe, dit Sénèque, incline à la cupidité. Et il ajoute, page 958, le luxe incline à la cupidité, la notion de l'honnête est abolie. C'est-à-dire que notre goût, notre sens de la justice est inversement proportionnel, ou en tout cas, il est freiné, il est affaibli par la gourmandise et par la licence que nous donnons à notre gourmandise.
Sénèque insiste sur le fait que le raffinement gastronomique sape les bases morales de la société tout entière. Et là, il y a peut-être aussi quelque chose qui doit nous alerter, que les économistes ont déjà souligné, sur le fait que nos sociétés riches, nos sociétés industrialisées, dans lesquelles nous ne mourrons plus de faim, ces sociétés riches se nourrissent et entretiennent leur richesse au détriment de populations, disons, maltraitées, puisque les économistes ont déjà souvent fait remarquer que pour que nous puissions vivre au train de vie qui est le nôtre en Occident, eh bien, des enfants travaillent et meurent dans d'autres pays du monde à raison d'un toutes les 6 secondes, alors que nous avons les moyens aujourd'hui économiques et techniques d'éviter cette catastrophe. Mais ce n'est pas ce que nous faisons, parce que manifestement, la gourmandise nous rend beaucoup plus sensibles à la satisfaction de nos intérêts personnels et beaucoup moins sensibles au malheur des autres. Donc la gourmandise enlise notre pouvoir d'empathie et de compassion, manifestement. Et là, il y a une évidence que nous ne voyons plus. Ça me semble assez évident quand je suis en conférence et que je sens bien toute une frange du public qui, derrière ces discours, qui sont des discours de morale, nous faisons ici de la philosophie morale, qu'on a vite fait d'accuser d'être moralisatrice. On a vite fait d'accuser le philosophe qui fait de la philosophie morale d'être un rabat-joie. On a vite fait de l'accuser de nous empêcher de jouir, d'exciter notre mauvaise conscience et de nous culpabiliser. Alors là, vous voyez, il y a 2 poids, 2 mesures, parce que on voit bien d'un côté ces populations entières mettre à l'index, et à raison, tous ces terroristes qui n'ont aucune morale, mais lorsqu'il s'agit d'interroger notre propre responsabilité, notre propre aveuglement moral, notre propre manque de morale, alors là, évidemment, la réaction est tout à fait différente. Donc, nous accusons aussi les fins gourmets de la politique d'être tous des pourris, entre guillemets, parce qu'ils se gavent dans leur soirée mondaine de petits fours et de plats préparés, parce qu'ils remplissent leur compte en banque en détournant l'argent public ou en profitant de leur position pour faire prospérer leurs affaires personnelles. Mais faisons-nous autre chose lorsque nous louchons simplement sur les plaisirs de la table, sans autre but que de satisfaire notre gourmandise. Donc, la remontrance de Sénèque n'est pas forcément agréable à entendre, mais elle pointe un véritable problème. Quel rapport moral avons-nous avec notre corps et notre estomac en particulier? Donc on voit bien que le fait de flatter notre gourmandise nous rend aveugles à toutes ces incohérences logiques. La gourmandise épaissit notre capacité de réflexion, elle épaissit l'esprit, elle l'ensommeille, elle affecte notre lucidité intellectuelle et produit, même chez nous,
une espèce d'anomie, qui consiste en ce que nous avons, comme je le disais, donc tendance, beaucoup plus fortement tendance à nous exonérer de cette réflexion morale. Nous avons beaucoup plus fortement tendance à verser vers le relativisme moral, c'est-à-dire à relativiser le mal que nous aurions pu faire aux autres. Voilà. C'était vrai manifestement déjà au XIXe siècle, quand l'Occident s'est enrichi, considérant que la colonisation finalement n'était pas un mal, au contraire, qu'elle apportait la civilisation à des pays ou à des populations inférieures, entre guillemets. Mais ceux qui soutenaient ce discours-là en étaient fortement convaincus, et de la même manière, aujourd'hui, nous restons convaincus que notre modèle de civilisation est tout à fait idéal et que les terroristes sont simplement des agresseurs qui veulent porter un coup à cet idéal de civilisation que nous ne songeons pas à remettre en question. Donc il y a un véritable aveuglement de notre part, une incapacité à penser donc ce que Sénèque appelle l'honnête, c'est-à-dire le sens de la justice, qui devrait d'abord consister à se corriger soi-même plutôt qu'à donner des leçons de morale aux autres. Alors attention, pour que l'on ne croie pas que j'essaie plus ou moins discrètement de justifier le terrorisme, comprenons bien que ce que je veux souligner, c'est que la morale n'est pas un arsenal de droits et de devoirs qu'on peut brandir contre ses adversaires ou ses accusateurs. Ce n'est pas simplement une doctrine qu'on peut faire valoir pour mieux asseoir sa position dans des rapports de domination. Je crois que c'est ça, la mauvaise morale. Quand on dit de quelqu'un qu'il est moralisateur, je crois que c'est ça qu'on pointe. C'est-à-dire l'utilisation de la morale à des fins de domination. La morale, c'est la science de l'honnête, comme dirait Sénèque, la science de la justice, la science du bien. C'est l'ensemble des connaissances que nous pouvons utiliser pour nous hausser au meilleur de nous-mêmes, ce que les Grecs appelaient la vertu arrêtée en grec, c'est-à-dire notre point d'excellence. La morale, ce n'est pas la moraline. La morale, c'est cet effort pour se hausser soi-même, au meilleur de soi-même, pour se convoquer soi-même à son point d'excellence. Voilà ce que j'essaie de dire quand j'interroge les discours moralisateurs qu'on voit aujourd'hui fleurir dans les médias et la presse, discours moralisateurs, mais manipulateurs aussi, dans la mesure où, tout en pointant des excès, des erreurs du terrorisme, que je dénonce également, ces moralisateurs refusent de saisir l'occasion pour interroger en miroir l'Occident sur ce qu'ils considèrent comme un idéal de vie et de civilisation. Pour creuser ce point, je vous renvoie aux travaux sociologiques d'un auteur, parfois décrié, mais tout à fait sérieux, qui s'appelle Scott Atran. Alors le troisième et dernier point remarquable qui peut se dégager de la lecture de cette lettre de Sénèque pour la constitution d'une gastrosophie stoïcienne,
c'est la reprise de la maxime de Socrate, une maxime dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui se trouve dans les Mémorables de Xénophon. Et dans cet ouvrage, Xénophon, qui nous parle de Socrate, rappelle qu'il avait l'habitude de ne rien manger sans en ressentir véritablement et profondément l'appétit, qu'il faisait en sorte, dit Xénophon, que l'appétit soit toujours son meilleur assaisonnement. Ne rien manger sans une vraie faim et ne rien boire sans une véritable soif, de sorte que l'eau la plus pure lui semblait excellente. La formule est reprise mutatis mutandis par Sénèque dans ce texte, page 955. Les bons repas, dit Sénèque, sont ceux que l'appétit seul fait trouver bons. Voilà, alors là je crois qu'on a une reprise très nette du propos de Socrate, extrait, je le répète, pour que vous puissiez le retrouver, dans les Mémorables de Xénophon, au premier livre, 3e chapitre. Donc c'est une reprise en droite ligne de la sagesse de Socrate, à laquelle le stoïcisme se réfère. Beaucoup de gens croient que le stoïcisme est une école concurrente de l'épicurisme, de l'académie, etc. Bien sûr, il y a des différences et les auteurs, les maîtres de ces différentes écoles soulignent aussi leurs différences. Mais il y a aussi beaucoup d'emprunts. On ne se disputait pas comme le font aujourd'hui, par exemple, les députés à l'Assemblée nationale, qui critiquent par principe tout ce qui n'est pas de leur bord. Non, les stoïciens, évidemment, se réfèrent à Zénon, qui est le fondateur de leur école, mais sans sectarisme, sans vue étroite et bornée. Évidemment, ils étaient capables de se référer aussi bien à Socrate qu'à Épicure, d'ailleurs, ce que Sénèque fait abondamment dans les premières lettres qu'il écrit à Lucilius, sachant que Lucilius est passé par l'école épicurienne. Alors, se référer à l'appétit seul, ça veut dire ne pas compter sur les astuces du cuisinier, ne pas compter sur les ruses de la gastronomie qui sait s'y prendre, par les combinaisons alimentaires dont nous avons parlé tout à l'heure, par la cuisson pour alchimiser les saveurs, en créer de nouvelles et exciter notre appétit. Voilà. S'en remettre à notre appétit seul, c'est ne manger que ce que nous sommes capables de trouver bon, sans préparation spéciale. Donc manger à la croque, manger cru, manger simplement, ou un pain, un peu de farine et d'eau, même si là, évidemment, il faudrait avoir aujourd'hui des discussions un petit peu plus approfondies sur ce que c'est que le pain. La chose était beaucoup moins compliquée pour Sénèque parce qu'en son temps, il n'y avait pas d'OGM et on peut imaginer qu'il n'y avait pas non plus dans la fabrication du pain tous les raffinements que nous lui connaissons aujourd'hui, justement pour exciter notre appétit et permettre à nos boulangers modernes de gagner plus d'argent.
Mais enfin, disons que cet éloge de l'appétit n'est pas autre chose qu'une manière de nous inviter à manger sobrement ce que nous sommes capables de manger quand nous avons vraiment faim. Quand nous avons vraiment faim, nous sommes beaucoup moins regardants sur le raffinement des saveurs. Et c'est ça qui est important pour Sénèque. Pas de morale, faudrait-il rajouter pour aller un petit peu plus loin, pas de morale sans auto-limitation. Alors là, puisque nous parlions de critiquer le projet de civilisation qui est la nôtre, on voit que cette société de consommation fondée sur la recherche de l'abondance, du progrès indéfini, des richesses, des objets technologiques, etc., cet idéal est critiqué, je dirais par anticipation, évidemment, par Sénèque, ou bien je le critique, moi, au nom des arguments que Sénèque faisait valoir en son temps contre les excès et l'illimitation du mode de vie romain de son temps. Sénèque écrit, page 958, qu'il n'est point de vice qui demeure en ses limites. Il n'est point de vice qui demeure en ses limites. Le vice consiste à vouloir aller toujours au-delà, à en vouloir toujours plus, toujours davantage. Et c'est précisément ce qui se passe quand on ne soumet son estomac à aucune discipline. Donc là, nous avons un principe d'auto-limitation très précisément affirmé par Sénèque, je crois, dans une tradition qui le relie à Socrate de manière simple et évidente. Encore ne suffit-il pas d'être sobre, ajouterai-je, il faut savoir pourquoi, il faut connaître les principes. Il ne suffit pas simplement de savoir comment manger, mais il faut savoir le pourquoi de ce comment. Et je finirai sur ce point en rappelant que c'est le problème général de cette lettre 95, qui ne tient pas dans les 6 pages auxquelles je fais allusion depuis tout à l'heure, mais en 17 ou 18 pages, qui sont une réflexion chez Sénèque sur la différence entre les préceptes et les principes qu'on peut aussi appeler axiomes ou dogmes. Sénèque insistant bien sur le fait qu'il ne suffit pas de reprendre quelques bonnes paroles pour vivre bien, quelques bonnes paroles empruntées à tel ou tel philosophe. Il ne suffit pas simplement d'avoir des préceptes et de les appliquer, même si c'est déjà évidemment un progrès, mais il faut essayer de remonter des préceptes aux axiomes ou aux dogmes qui justifient ces préceptes de manière à avoir une compréhension plus profonde, plus cohérente de ces préceptes. Donc là, on peut dire que, je terminerai là-dessus de manière à resituer cette réflexion gastrosophique de Sénèque dans le contexte général de sa lettre. On peut dire que si d'un côté le cynisme, l'école de Diogène, Diogène le cynique, était admiré comme étant, je cite la formule stoïcienne, un raccourci vers la vertu, il y a tout de même fort à parier que pour beaucoup de stoïciens, dont Sénèque faisait partie, qui étaient des gens plus raffinés, plus exigeants intellectuellement, ce raccourci vers la vertu a pu paraître un peu sec, un peu austère, un peu pas dans la manière de vivre, mais austère intellectuellement, un peu pauvre.
sur le plan philosophique. Et je crois que le stoïcisme, par contraste avec le cynisme dont il se réclame, à l'égard duquel il revendique sa filiation, le stoïcisme est une espèce de raffinement intellectuel et moral du cynisme, que la plupart des philosophes stoïciens devaient trouver tout de même un peu rustique. Voilà, alors j'en dirai autant, et c'est la raison de ma démarche et des communications que je fais, c'est bien dans mon école de médecine que dans les retraites de jeunes que j'organise ou dans ces vidéos que je partage sur Internet. J'en pense autant de la plupart des courants diététiques qui fleurissent sur la toile et qui proposent des préceptes, qui proposent parfois même des styles de vie. On se rend compte que devenir un jeûneur intermittent, un véritable jeûneur intermittent, qui ne fait qu'un repas par jour, qui jeûne un jour par semaine ou une semaine de temps en temps, c'est exigeant, c'est un véritable style de vie. Mais ça ne fait pourtant pas encore de nous un philosophe. Alors je crois que ce que Sénèque a raison de souligner dans cette lettre, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des préceptes, il ne suffit pas de savoir comment vivre, même si la plupart de ces préceptes sont bons. Être philosophe, c'est vouloir en comprendre la raison. Et c'est avoir en même temps que ce comment, le souci du pourquoi. Voilà. Alors sur cette lettre de Sénèque, toujours à relire, à méditer, à mettre en pratique, eh bien, je vous souhaite de manger sobrement, pas plus que votre appétit ne l'exige véritablement, ou éventuellement de jeûner. Je crois que nous aurons l'occasion de reparler du jeûne, tel qu'Épictète en a parlé, par exemple, dans ses entretiens. Mais il y aura aussi d'autres choses à dire sur la diététique de Sénèque, telle qu'on peut la dégager des lettres à Lucilius. Je crois que la lettre 110 et la 119 évoquent encore ces questions de diététique qu'il ne faut pas sous-estimer, qui ne sont pas simplement des divertissements philosophiques à côté du travail sérieux des concepts. Non, la philosophie ancienne, c'est un art ou une manière de vivre, comme Pierre Hadot l'a abondamment souligné. Et quand on sait qu'on mange, pour ceux qui n'y ont encore pas réfléchi, 3 ou 4 fois par jour, eh bien, la question de notre rapport à l'estomac est tout à fait importante. Donc réfléchissons-y et rendez-vous très bientôt pour parler de ces outils ou de ces exercices spirituels avec Sénèque dans le commentaire de la lettre 110.